Alors, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Medjid Saada. Vous êtes directeur général d'aménagement aménagement et attractivité du territoire au niveau du ministère de l'Intérieur. Bienvenue à vous. Donc, comme je le disais tout à l'heure, lancement hier d'un méga projet au niveau de TBSA d'exploitation et de transformation des mines de phosphate. Donc, un investissement colossal de 6 milliards de dollars réalisé grâce à un partenariat algéro-chinois. On parlait donc il n'y a pas longtemps, un sujet toujours d'actualité, le développement des zones frontalières. Donc, dites-nous, Monsieur Saada, selon vous, quel impact socio-économique à l'occasion du lancement de ce méga projet? Bonjour, c'est vrai que hier il y a eu le lancement de ce méga projet de phosphate dans la wilaya de TBSA. C'est le projet qui rentre dans le cadre de la stratégie nationale en matière d'aménagement du territoire et de développement des zones frontalières et du programme décidé par son Excellence Monsieur le Président de la République par rapport à ces espaces. Comme vous savez, l'aménagement du territoire est une stratégie nationale qui est à l'horizon de 2030 et qui décrit comment l'État compte, dans le cadre d'un développement durable, à assurer l'équilibre, l'attractivité et l'équité du territoire, tout en pensant à l'ensemble de ces espaces. Bien sûr qu'il y a eu le schéma national, il y a eu les schémas des espaces de programmation territoriale, il y a les 48 plans d'aménagement territoire du wilaya, et il y a également des études et des stratégies pour les zones, ce qu'on appelle les zones sensibles, c'est-à-dire les montagnes, les steppes et les zones frontalières. Ça fait 2 jours, le ministre de l'Intérieur, Monsieur Nourdine Bedoui, a procédé aussi à l'inauguration d'une station solaire de 10 MW à Hassim Saoud, donc à partir du photovoltaïque. Est-ce qu'on peut dire que voilà, c'est la concrétisation réelle de ce schéma, de la stratégie mise en place? Absolument. C'est un grand chantier qui est ouvert par le ministère de l'Intérieur, celle des énergies renouvelables. À l'instar, vous savez que au niveau des collectivités territoriales, surtout au niveau des communes, la facture de la dépense énergétique est très importante. Dans ce cadre-là, il y a un grand projet pour la substitution des lampes je dirais, par des lampes LED moins consommatrices en énergie pour l'éclairage public et également doter les écoles d'énergie photovoltaïque solaire pour réduire un petit peu cette facture d'énergie. Et ça rentre aussi dans le cadre des conventions signées par notre pays dans le cadre des changements climatiques et bien sûr de la ligne directrice numéro 1 comme je viens de le citer, du SNAT qui est la durabilité de la ressource. On revient sur le SNAT, monsieur. Donc, le schéma national d'aménagement du territoire qui a été mis en place en 2010 en vue de développer les zones frontalières. Que prévoit justement le SNAT? Vous venez de le dire, mais je voudrais un peu plus de détails, s'il vous plaît, les axes principaux de ce SNAT. Parfaitement. Le SNAT qui est une loi, c'est la 1002, depuis maintenant juin 2010, élabore cette stratégie, comme je viens de le dire, pour l'ensemble du territoire national, sans oublier, ils n'accompagnent pas uniquement les espaces dynamiques dans leur dynamisme économique, mais ils accompagnent également ces espaces qui accusent, je dirais, un retard dans leur développement, à l'instar des zones frontalières, mais bien sûr les zones frontalières qui, par rapport à leur extensité du territoire national, leur éloignement des grandes métropoles, l'éloignement des zones d'activité et des grands bassins d'emploi, relativement perdent un petit peu de leur population. Je citerai un chiffre, elles occupent 29% du territoire national, mais elles renferment uniquement 2% de la population. Et donc il faudrait maintenant aménager ces espaces et donner, surtout mettre une mise à niveau de ces espaces afin de mettre à niveau et d'améliorer les conditions de vie de leur population en créant de l'activité, en créant de l'attractivité de ces espaces par rapport aux investisseurs et surtout en développant leur richesse. Vous savez que les espaces frontaliers qui sont d'une longueur de 6400 km, c'est des espaces très variés, en allant d'El Khala jusqu'à Tamanrasset, en passant par Tindouf, en remontant sur Tlemcen. C'est des espaces très variés, des espaces du nord avec des potentialités agricoles très importantes, les espaces des hauts plateaux avec de l'agropastoralisme et bien sûr les espaces sud avec des potentialités en tourisme sud et en gisement minier.
Bien sûr, tout ça pour répondre et améliorer les conditions de vie, surtout aussi de la population locale. Et à ce niveau, il y a des études qui sont faites sur le terrain. Comment ces études sont établies? Comment définir les besoins de la population locale, Monsieur Saada? Vous venez de le dire, madame, c'est grâce aux études parce que... Est-ce que vous les rencontrez? Est-ce que vous vous entretenez avec les walis, avec les élus locaux, avec les citoyens? Comment vous faites? En matière d'aménagement de territoire, toutes les études qui sont menées se font en concertation la plus large possible avec l'ensemble des acteurs et partenaires. Au niveau central, avec l'ensemble des secteurs concernés. Au niveau local, avec les walis et les PAPW et l'ensemble des assemblées élues, à l'instar des APW et des APC. Et également de la société civile. En outre, il y a aussi l'ensemble des chercheurs, des grandes entreprises nationales qui ont un impact directement sur le développement de ces espaces. Mais bien sûr, le SNAT a défini 9 espaces frontaliers et pour chaque espace, 3 au nord, 2 sur le plateau et 4 au sud, des études sont menées. On a préféré donner la priorité actuellement aux espaces sud. On a engagé, les études sont presque finalisées. Donc, c'est des études qui associent l'ensemble des acteurs et partenaires au niveau de ces espaces. Et donc, cette politique, cette stratégie de développement, est-ce qu'elle a un fonds pour financer tous ces projets? Dans le cadre comme vous l'avez soulevé, dans le cadre de la rencontre qui s'est tenue le 13 et 14 octobre dernier sous le haut patronat de son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président a décidé de mettre en place un programme spécial pour le développement de ces espaces. Ce programme sera financé éventuellement par le Fonds des collectivités territoriales, le FCCL, et le Fonds du Sud. Et bien sûr, il y aurait des financements. C'est un programme qui induira une attractivité de ces espaces avec de l'investissement et la mise à niveau des conditions de vie de cette population. Et justement, comment il sera réparti le budget? C'est par rapport à des études, par rapport aux besoins ou d'une manière équitable entre les wilayas ou chacune selon ses besoins? Comment ça va se passer? Absolument. Le développement des espaces, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a une topologie qui est très différenciée entre les besoins d'un espace frontalier d'Al-Tarf n'est pas le même besoin de l'espace frontalier de la wilaya Taman Rasset ou d'Ilizi. Donc ces études qui vont définir quels sont les projets spécifiques à chaque espace et bien sûr quel est le financement adéquat à la réalisation de ces projets. Est-ce que vous impliquez des investisseurs privés? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un partenariat avec les opérateurs économiques privés? Oui, il y a pour certains projets. Absolument. Dès que le projet sera finalisé, il y aurait des fiches techniques, il y aurait des contacts avec, bien sûr, parce qu'actuellement, l'État a dépensé énormément d'argent pour la mise en place d'infrastructures de base, à l'instar des autoroutes, du développement de la RN1, d'adduction d'eau potable, à l'exemple du projet du siècle, Ain Salah Taman Rasset. Tout ça, c'est des grands projets que met l'État en place pour mettre l'infrastructure de base et bien sûr pour l'appel à des investisseurs nationaux, étrangers, à investir dans ces espaces territoriaux. Et Monsieur Saada, quand on parle de développement des zones frontaliers, on doit impérativement parler aussi de développement transfrontalier. Et pour ce faire, est-ce qu'il y a des partenariats, une coopération avec les pays voisins sur tous les secteurs d'activité? Oui, il y a un partenariat avec les pays voisins. En octobre dernier, Monsieur le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a été avec un ensemble de walis de la région Est à la frontière tunisienne. Et il y a eu une réunion qui s'est tenue avec leur homologue gouverneur tunisien dans le cadre du développement de ces wilayas frontalières avec la Tunisie, dans le cadre économique. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre de notre ministre? Oui, c'est la mise en cohérence des visions par rapport à certaines problématiques frontalières, à l'exemple de développement économique, j'ai dit, la gestion par exemple des risques majeurs, les passages transfrontaliers, le développement touristique. Il y a eu également le CBF, le comité bilatéral frontalier avec les Nigériens. Donc il y a beaucoup de choses qui se font, surtout avec nos pays voisins. Également l'ouverture d'un poste frontalier dans la wilaya Tindouf, dans la localité de Choum, qui a permis le passage dernièrement d'un convoi dans le cadre
foire et du salon du produit algérien en Mauritanie. Donc c'est quand même c'est un dossier qui est très pris au sérieux au niveau du ministère de l'Intérieur. Justement, on revient sur la réunion, enfin les journées qui se sont déroulées à Alger, organisées par le ministère pour le développement des zones frontalières, où le ministre de l'Intérieur avait avait affirmé que le développement de ces zones est devenu une nécessité absolue pour la stabilité du pays et qu'aujourd'hui, il fallait absolument impliquer le citoyen, la société civile aux côtés pour consolider les efforts de l'armée nationale populaire. Est-ce qu'on doit comprendre que le développement, je veux dire, une stabilité économique pour assurer et préserver la stabilité de nos frontières? Oui, j'ai dit que les espaces frontaliers, les hautes autorités du pays, à la tête, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, accordent une importance capitale à ces espaces. Et si vous permettez, moi je salue aussi le grand effort que fait notre armée nationale populaire pour sécuriser ces espaces. Maintenant, une fois sécurisés, il faudrait que, comme vous l'avez dit, fixer la population en place parce que le développement se fait également par le citoyen. Et il n'y a pas, comme on dit en matière d'aménagement territoire, il n'y a pas d'espace sans avenir, il y a des espaces sans projet. Et de cela, Son Excellence a demandé à ce qu'il y ait un programme spécial pour le développement de ces zones. Bien sûr, c'est au bénéfice de la population locale. Est-ce qu'on peut comprendre qu'il y a une menace au niveau de nos frontières ou pas forcément? Il y a des pays qui sont par exemple en conflit qui menaceraient nos frontières ou non? Non, non, moi je dirais que actuellement, toutes les frontières algériennes sont énormément sécurisées. Sur ce plan-là, notre armée nationale populaire fait un excellent travail. On revient au projet d'investissement et création de zones d'activité, PME, PMI. Est-ce qu'il y a une priorité pour un secteur bien défini, genre énergie renouvelable, transport ou pas forcément? Là aussi, c'est une excellente question parce qu'au ministère de l'Intérieur aussi, on a ouvert un grand chantier. C'est maintenant que les zones industrielles et les zones d'activité sont à l'indicatif de messieurs les Wali. L'idée, d'ailleurs, on y est déjà, c'est la création de micro-zones d'activité dédiées surtout à des jeunes formés et porteurs de projets parce qu'il leur fallait un foncier pour concrétiser leurs projets et on va les accompagner pour concrétiser ce développement par la PME-PMI. Il y a eu récemment, M. Saada, ouverture vers la Mauritanie pour amplifier les échanges commerciaux, notamment les exportations de nos produits. Mais qu'est-ce qu'on attend des pays voisins en échange? On attend des pays de cette ouverture particulièrement avec la Mauritanie. L'ouverture avec la Mauritanie et avec d'autres pays, c'est maintenant que il y a une excellente production en matière de produits algériens. Il faudrait que maintenant, l'Afrique est un grand marché et à l'instar de ce que vous venez de citer, Madame, en Mauritanie, il y a un engouement extraordinaire par rapport aux produits algériens. Donc, il faudrait qu'il y ait maintenant des échanges sud-sud et l'Afrique est un grand marché et à travers il y a un axe très important qui est la transsaharienne qui avec l'ouverture, comme vous le dites, des branches, la branche malienne, la branche nigérienne et le point de passage mauritanien. Et c'est une ouverture sur le marché. Et en plus, il y a un méga projet aussi du port d'El Hamdania qui va relier l'autoroute Est-Ouest et puis la transsaharienne. Et ça sera un port de transbordement qui, je dirais, un axe de développement vers l'Afrique. À votre avis, il y a d'autres ouvertures vers d'autres pays africains? Oui, je vous l'ai dit, les études sont en train de se faire et il y aurait de nouvelles propositions également. Peut-être une Afrique sans frontières du tout? On le souhaite. Inch'Allah. Nous sommes aussi, Monsieur Saada, à la veille d'un grand événement, celui de demain, donc rencontre Wali-gouvernement. Et la thématique arrêtée cette année, donc gouvernance décentralisée pour une collectivité territoriale innovante et entreprenante. Est-ce qu'on doit comprendre qu'il y aura plus de prérogatives pour nos Wali pour améliorer le climat des affaires Oui, vous me donnez l'occasion de parler de l'événement qui va se concrétiser demain, Inch'Allah. C'est au niveau d'Alger, la réunion
gouvernement Wali. C'est l'occasion ou jamais de réunir l'ensemble des parties prenantes par rapport au développement des collectivités territoriales que sont la wilaya et la commune. Et là, bien sûr, je dirais, c'est le sujet de l'heure, c'est la décentralisation qui est concrétisée par la Constitution et donner plus de prérogatives au Wali et au PAPC. À l'instar, je l'ai cité tout à l'heure, c'est le foncier industriel qui est maintenant le Wali peut aménager et développer des espaces dédiés à l'industrie, alors qu'auparavant, ces zones industrielles étaient l'apanage d'un secteur et il fallait du temps parce que les dossiers étaient déposés au niveau des wilayats, ils remontaient vers la centrale et ça prenait du temps. Donc l'investisseur peut-être le dossier n'était pas vu l'importance aussi de nombre de dossiers diligentés dans le temps qu'il faut. Maintenant, c'est au Wali, il connaît ses potentialités, il connaît son territoire et il peut manager lui aussi des investisseurs qui viendraient éventuellement, leur offrant l'assiette foncière, développer ce territoire et investir. Donc c'est au Wali désormais de dénicher les sources de financement de projets de développement et peut-être que l'année 2019 sera l'année des Wali Managers. Oui, l'objectif numéro un, c'est que maintenant, vu le nouveau code des collectivités territoriales, qui a regroupé les codes de wilaya et les codes de la commune, et de faire du Wali et du PAPC, les managers, les gestionnaires de leur territoire, au lieu que ce soit des administrateurs. Maintenant, c'est ce qu'on appelle en matière d'aménagement territoire du marketing territorial, c'est-à-dire que le Wali, le PAPC va manager les investisseurs en leur offrant ce qu'on appelle les avantages comparatifs. On dit actuellement aujourd'hui que la compétitivité n'est pas uniquement au niveau des entreprises, mais la compétitivité est devenue une compétitivité beaucoup plus territoriale. Et qu'en est-il des Wali délégués? Les Wali délégués aussi, il y a des études qui se font sous l'instruction de Monsieur le ministre de l'Intérieur pour les Wali délégués du Sud, afin de les doter d'infrastructures, de les doter de moyens pour pouvoir assurer disons, leur mission d'une manière correcte et exhaustive. Une dernière question, Monsieur Saada, avant de finir cet entretien. Vous savez, parfois, c'est pas évident pour un Wali de trouver de chercher des ressources financières. Par exemple, si on fait une comparaison, par exemple, la wilaya de Sétif par rapport à une wilaya du sud du pays, c'est pas tellement évident pour un Wali. Oui, certainement, mais maintenant, toutes les wilayas d'Algérie recèlent des potentialités. Il faut juste les mettre en exergue et les mettre en évidence. La wilaya de Sétif recèle certaines potentialités par rapport à, je dirais, au dynamisme industriel qui se fait. Mais les wilayas du Sud aussi, ils ont des potentialités. À l'exemple de Tamanrasset, le Hogar Tassili, Elizi, c'est des potentialités énormes aussi en matière de tourisme. Mais qui ne sont pas forcément sur la même longueur d'avance. Oui, mais là aussi, c'est au Wali, c'est l'ingéniosité du Wali qui doit y aller chercher l'investisseur et, comme je l'ai dit tout à l'heure, offrir des conditions de l'investissement pour ces espaces. Parce que au niveau peut-être de la wilaya de Sétif, il y a de l'investissement qui est déjà mis en place, mais beaucoup de gisements miniers, à l'instar de ce qu'on venait de dire tout à l'heure au niveau de Tébessa, beaucoup de gisements miniers qui ne sont pas encore exploités et qui feraient la richesse de beaucoup de wilayas. Comme à Tindouf, par exemple. Voilà. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Saada. Ça a été un plaisir de vous avoir avec nous ce matin sur ce plateau. Je vous retrouve demain à partir du CIC ou Palais des Nations. Palais des Nations. Palais des Nations pour l'événement Rencontre Wali Gouvernement. C'est à vous, Radia.